Bonsoir à tous, belle bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce magnifique vendredi. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Notre rendez-vous hebdomadaire. Et oui, 45 minutes, secret de femme. L'occasion de découvrir un parcours de queen, un parcours atypique, un parcours inspirant. Et chaque semaine, et oui, depuis saison 3 là, nous avons découvert des queens de plus en plus ouvertes. Hein? Tchè à tchè ouvert. Et je suis sûre que la queen du jour adore cette expression parce qu'elle me l'a dit. Donc, je sais évidemment qu'elle est heureuse d'être sur le plateau et qu'elle est prête à nous dévoiler ses secrets d'épanouissement, ses secrets de réussite. Je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc à tout moment nous appeler, poser vos questions à l'invité du jour, nous faire pourquoi pas un coucou ou même pourquoi pas même témoigner. Je vous y encourage. 0790 96 10 10. Et puis, tous ces mouns-là qui connectez aussi Facebook là comme d'habitude mon cas voyons belle bonsoir Bazot et tout au long de l'émission j'étais un petit coup d'yeux Bazot li question Azot li commentaire Azot et les déjà connecté faut cogner des il est déjà connecté n'hésitez surtout pas. Je suis encore une fois heureuse d'être avec vous et surtout de recevoir aujourd'hui cette queen. Et oui, elle n'a que 26 ans, mais je peux vous dire que c'est une jeune femme pétillante, combative, courageuse. Titre émission là, ça nous peut dire que c'est au-delà de la douleur. Pourquoi? Parce que c'est une queen qui depuis tout jeune, depuis petit, il a souffert, elle a une maladie, nous peut même des, hein, et nous tout au long de l'émission là, ça comprendre qui Jean malgré ces épreuves-là, il a subi là, qui genre, il a trappé force, comme il a dit, trappé force pour qu'il avancer, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Parce qu'aujourd'hui, malgré ces douleurs, malgré ces maladies qui l'accompagnent tout au long de sa vie, eh bien, elle a décidé de faire un très beau métier. C'est sa vocation, elle le fait avec amour, parce que, eh oui, elle est animée d'amour, c'est un queen l'amour, j'en ai crié, parce qu'elle est également sage-femme. Donc, du haut de ses 26 ans, comme je vous ai dit, c'est une queen qui est juste inspirante. Restez avec nous sans plus tarder, on va découvrir la queen du jour. Je vous disais, elle s'appelle Lovely, elle a 26 ans et j'ai bien aimé, elle m'a dit ne prends pas ma douceur pour de la faiblesse parce que oui, lorsqu'elle ok filiale, c'est un soleil, c'est une douceur, la douceur incarnée. Sa principale valeur, hein, elle dit que c'est l'amour, c'est diffuser l'amour, transmettre l'amour. Je suis une amoureuse de l'amour, nous dit-elle, et son nom était peut-être prédestiné à ça. Je vous demande d'accueillir Lovely qui est avec nous, tout simplement, et qui a la patate, n'est-ce pas? Exactement. Bienvenue. Bonsoir, Queen. Merci pour l'invitation. Je suis heureuse d'être avec toi cet après-midi. C'est ce que j'allais te demander. Pas trop de stress? Non. Le hack est ouvert. C'est ce qui est important? C'est ce qui est important. Ouais. J'ai découvert ton parcours, hein. Je te suivais déjà un petit peu sur les réseaux, notamment de par ton métier, puisque tu es sage-femme. Et je trouvais que, voilà, du haut de tes 26 ans, quand même, il y avait une belle expérience, beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup de bienveillance. Et puis, voilà, tu es naturellement éclatante, j'ai envie de dire. Et j'ai découvert quand même qu'il y a une histoire très poignante derrière cela, puisque tu es quand même atteinte de 2 maladies auto-immunes, oui, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui sont quand même très rares et qui, sur une population, on va dire, touchent plutôt les personnes à partir de 50 ans. C'est ça. Voilà, donc c'est très rare de découvrir des enfants avec cette maladie. Et toi, tu as été diagnostiquée très tôt, oui, on va dire. À peu près 13-14 ans, quand on a pu mettre un nom sur l'une d'entre elles, tout en sachant que ça faisait déjà plusieurs années que j'avais des manifestations, j'avais souvent mal, etc. Et donc, à ce moment-là, quand le diagnostic a été posé, ils ont été surpris, aussi bien les médecins que moi qui ne savais pas du tout ce que c'était, puisque ça touche plus les personnes qui ont à peu près 50 ans, certains cas aux alentours de 30 ans, mais jamais aussitôt. Jamais aussitôt, super. Bon, en tout cas, on va découvrir, hein, puisque, comme je te disais, personnellement, moi, j'ai découvert cette maladie. Et ensuite, il y a l'homoun qui ne pas connaître ça. Et c'est une maladie qui est très particulière parce qu'elle touche les articulations. Oui. Elle provoque des douleurs qui sont quand même incroyables, qui sont très prenantes, très fortes. Et qui sont invisibles. Oui, c'est ça. Qui sont invisibles. C'est là qui a un petit peu tout j'ai envie de dire, le côté difficile à vivre, parce qu'on souffre de l'intérieur, mais que son entourage a du mal, un petit peu à percevoir cette maladie. L'entourage a du mal à voir, puisque ce que j'ai, c'est le syndrome de Gougereau.
Donc, surtout on le connaît pour être un syndrome qui est dit sec, donc dessèchement des yeux, des muqueuses, de la bouche, vagin, etc. Mais qui peut avoir ce qu'on appelle des atteintes extra-glandulaires, et donc là pour les articulations, certains organes internes, etc. Et moi, ça m'a surtout été manifesté par les douleurs articulaires en fait. Au début, c'était cheville et genoux, et au fil des années, ça a été quasiment toutes mes articulations. Ok, bon. Avant de rentrer dans les détails, on va repartir sur Lovely, la jeune fille qui est née en Guadeloupe. Oui. Et qui a vécu avec en forme potomitan. Ah ouais, moi, Sophie, là. Ta maman? Ma maman, mon lapinou, comme je l'appelle. Ah ouais? Ouais, je l'appelle mon lapinou. Oui, élevée par ma maman. On vivait chez ma grand-mère quand j'étais petite. J'étais vraiment entourée de femmes. Il y avait ma grand-mère, ma tante, ma maman. Et oui, ma maman, pour moi, c'est mon exemple au féminin. Puisque ma maman, c'est la femme qui a connu des moments difficiles, mais que j'ai toujours vu se battre, avancer, garder la tête haute, être digne et faire ce qu'il y avait à faire, prendre les décisions qu'il fallait. Et tu m'as raconté un témoignage, enfin une anecdote que j'ai trouvée quand même très poignante. Tu t'en rappelles encore? C'est l'histoire de la sardine et du riz. Oui. Alors ça peut faire sourire, mais moi j'ai trouvé quand même cette image très très forte, très poignante. Parce que je suis sûre qu'encore aujourd'hui, il y a des mamans solo qui se retrouvent à vivre ce genre de situation avec leur enfant. Et d'avoir le recul des années après, d'entendre ce témoignage-là, je trouve ça quand même assez inspirant. Est-ce que tu peux nous parler de cette anecdote? Ben, j'étais enfant, j'avais pas encore 10 ans. Hein. Et en fait, c'était une période qui était difficile pour ma maman, puisque maman connaissait un chômage. Et ben, pas ni l'argent, donc aller acheter à manger, c'est compliqué. Et avec ma maman, ben, on se retrouvait à se partager une petite boîte de sardines. Donc à l'époque, c'était moins cher que maintenant, donc c'était vraiment ce qui était abordable. On se retrouvait à partager une petite boîte de sardines et un peu de riz. Et on faisait 2 repas dedans, sachant qu'on mangeait à 2 dedans. Et donc, j'ai vu aussi ma maman ne pas manger pour que moi, je mange. Et toujours me dire, mais non, t'inquiète pas, maman n'a pas fait ça, tu peux manger, vas-y. Toi, tu es en tant qu'enfant, tu te dis, mais c'est bizarre, mais bon, ok, m'a dit que je peux y aller, j'ai fait, je mange. Et c'est avec le recul que mais avec le recul, que c'est des sacrifices. Oui, ma maman s'est vraiment sacrifiée pour moi. Si aujourd'hui, là, je peux blaguer, dire que je suis sage-femme, c'est grâce à ma maman. Ouais, je l'ai compris tout au long de ton témoignage. Je trouve cette photo vraiment très, très, très belle. Oui. Hein, tu as ta maman, tu as quel âge là? Là, je devais avoir 5-6 ans, quelque chose comme ça, pas plus. Je me rappelle de ce jour-là, ma maman aimait faire des photos de moi. Elle aimait qu'on aille chez le photographe, immortalisé. Et elle m'avait coiffée. Elle voulait que je mette telle robe. Je détestais les robes. Ma maman m'a dit, tu mets la robe. Et cette séance photo-là, elle était faite à Trois-Rivières. J'ai un photographe justement qui était connu et qui est décédé il n'y a pas longtemps. Et là, c'était vraiment cette séance-là. Je me rappelle, on était très câline, en train de jouer, de s'amuser, etc. Ça a vraiment été des moments complices qui ont été immortalisés. Ah, c'est magnifique, super. Surtout, on va comprendre après que cette maman qui est forte, et j'espère qu'elle nous regarde aujourd'hui, qui t'a vraiment accompagnée tout au long de ton parcours jusqu'à maintenant, qui est avec toi. Tu as été assez authentique aussi en parlant de l'absence de ton père. Oui. Hein? L'absence aussi de la figure paternelle qui a pris le relais pendant un moment. Et tu dis que ça a été quand même une période que tu as vécue comme l'abandon, comme le rejet. Oui. Ça, je prends le temps d'en parler parce qu'on retrouve ces termes que tu utilises après par rapport à ton corps. Exactement. Cette figure paternelle. Oui. Comment toi, en tant que jeune fille, en tant qu'enfant, jeune fille, tu vois cette absence? Sachant que cette personne-là, c'était pour moi mon bon Dieu latin. J'ai toujours énormément aimé ma maman, mais tu me demandais à l'époque qui j'aimais le plus entre ma maman et mon parrain. Ah, sans hésiter, je dis que c'était mon parrain. C'était mon bon Dieu latin. Je trouvais ça inconcevable, inimaginable que quelqu'un ne le connaisse pas, parce que pour moi, il était mon monde. Je l'entendais tous les jours, même quand il est parti faire ses études, parce qu'on a 14 ans de différence. Même quand il est parti faire ses études, etc., on s'entendait tous les jours. Le dimanche, c'était le rituel. Il fallait rester combien d'heures au téléphone avec lui, etc. Et du jour au lendemain, plus rien. Plus rien, c'est là que tu te poses des questions. Tu te dis, mon papa n'est pas là. Tu connais des moqueries à l'école, puisque mine de rien, les enfants sont... Ça paraît pas, mais ce que des adultes n'oseront pas dire, des enfants te le disent. Très vite. Très vite. Des enfants te diront, ah bon, là, tu es un papa, alors.
Ou bien te diront, mais tu ne connaîtras jamais ce que c'est que d'aller quelque part avec ta maman et ton papa. Et ça te marque, mais tu sais que tu as quand même ta figure paternelle qui te dit, bon, peut-être qu'il ne m'aime pas lui, mais il y a cet autre homme qui est là, qui veille sur moi. Et là, du jour au lendemain, tu n'as plus ça. Et tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je ne suis pas assez bien? Est-ce que c'est peut-être que je n'apprends pas assez bien à l'école alors que tu sais que tu te donnes les moyens? Est-ce que je ne suis pas assez gentille? Est-ce que je suis trop désobéissante? Ce sont des questions qu'en tant qu'enfant, je me suis posée. Que tu t'es posée quand même assez rapidement. Oui, je me suis posée, qu'est-ce que j'ai fait de mal en fait? Je me suis posé ces questions-là pendant très longtemps. Et à un moment donné, j'ai pu les verbaliser avec ma maman. Je revois encore toutes ces fois où j'ai pleuré, où je demandais à ma maman, pourquoi il m'a abandonnée? C'était vraiment ces termes-là que j'utilisais. Et au final, ça te donne des blessures que maintenant, de mes 26 ans, je peux dire oui, ça a un impact dans ma vie. Mais je pense qu'en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte de l'impact que nous, on a sur les enfants. Et ça, je ne le souhaite à personne. Parce que pour le coup, ça te rend un peu bancal, émotionnellement parlant, dans ta relation aux autres, puisque tu es dans de la méfiance. Mais en même temps, des choses qui peuvent être anodines, hein? Ça va te choquer la blessure que tu avais déjà là. Et tu vas réagir de façon un peu surdimensionnée. Mais en vrai, quand tu analyses, ce n'est pas ce que cette personne actuellement a fait, mais c'est quelque chose qui a déjà été accumulé. Voilà. Tu dis aussi que ça atteint aussi ta confiance en toi. Oui. Hein, ton cheminement, en plus, va être déterminé aussi par... on prend le temps d'en parler parce que c'est vraiment une base et tu l'as positionné un petit peu comme ça. Les blessures que tu as vécues en tant qu'enfant, les impacts que ça a eu sur toi en tant que personne qui se construit. Oui. Et en plus de ça, parallèlement, tu es une enfant qui a des douleurs. On dit qu'il y a des douleurs au début parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas. Comment se manifestent ces douleurs quand ça commence? Et tu as à peu près quel âge, quel environnement? Quand les douleurs commencent vraiment, j'avais à peu près 11-12 ans. Et j'avais mal, mais sans raison. Tu sais, au début, je te dis, bon, j'ai peut-être tourné mon pied, une mauvaise position. Mais tu vois que ça revient et qu'il n'y a rien eu avant. Et au bout d'un moment, sachant que je ne suis pas un enfant qui me plaignait d'avoir mal spécialement, au bout d'un moment, maman me dit, non, là, ça commence à bien faire, on va consulter. Donc, on va voir le médecin. Et il me dit qu'effectivement, il voit que j'ai mal. Bon, pour le coup, il me donne un arrêt. Comme ça, je n'ai pas à faire de sport, j'ai une dispense de sport, etc. Et puis, bon, on va essayer de faire des prises de sang, on va essayer de rechercher. On creuse. On creuse. En attendant, tiens, voilà, des antalgiques. Donc, il me donne des médicaments pour calmer la douleur. Mais au bout d'un moment, ces médicaments-là n'ont plus aucun effet sur moi. Et il faut apporter cette dispense à l'école. Et là, tu es confronté, mine de rien, où on pense que tu fais du cinéma, que ce n'est pas vrai. Ça m'a quand même choquée. Ouais. Alors, tu dis que tu es jeune, tu es au collège, etc. Et là, quand même, face à ta douleur, tu as de l'incompréhension de la part de certains, tu as bien dit, certains spécialistes, certains médecins, mais surtout aussi de ta fameuse prof de sport. Oui, c'est ça. Alors, comment mathématique a dit carrément? Lavinie, oui. Alors, j'apporte ma dispense de sport parce que ça a été renouvelé. Et elle dit à une autre de ses collègues, putain, mais elle fait chier celle-là. Et à chaque fois, elle apporte une dispense, alors qu'elle veut juste pas faire de sport. En plus, elle devrait faire du sport parce qu'à l'époque, j'étais un peu en surpoids. Donc, pour elle, c'était une feinte. Pour ne pas faire de sport, c'était du cinéma. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un rhumatologue qui, lui, il a été catégorique. Hein. Ah non, mais on jette Simone comme ça. Cinéma, il a fait pas rien. Catégorique. Pour lui, c'était pas... C'était du cinéma. Et tu comprends ces mots-là quand on te parle de cinéma, alors que toi, en tant qu'enfant, tu vois bien, tu sens qu'il y a vraiment qu'il y a un problème intérieurement, qu'il y a des douleurs qui ne sont pas expliquées, mais elles sont bien présentes. Je ne pouvais pas comprendre parce que je me dis que tu n'as pas mon corps, tu n'es pas à l'intérieur de moi pour savoir ce que je ressens. Et je sais que de base, je suis quelqu'un, si j'ai mal, tu ne le sauras pas. Si j'arrive au point à verbaliser la douleur, à dire là maintenant j'ai mal, c'est que vraiment j'ai atteint certains paliers. Et moi je me retrouve perdue, perplexe et je me dis mais mince alors, j'ai mal et en plus on ne me croit pas. On ne te croit pas, on ne t'écoute pas. C'est ça. Encore un sentiment aussi de ne pas être à ta place, de ne pas être prise en considération. Hein. C'est ça. À quel moment le syndrome de Goujour est diagnostiqué? Il est diagnostiqué quand j'étais en fin 4e, donc à peu près à 13-14 ans.
Et là, quand il est diagnostiqué, c'est un suivi au CHU. Donc, à l'époque, j'habitais avec ma maman à Baïf. Donc, on me proposait de faire des hospitalisations, mais moi, je refusais. Donc, pour le coup, il fallait faire des hospitalisations de jour, plutôt être en ambulatoire. Et à ce moment-là, il fallait qu'à 7 heures au plus tard, tu sois au CHU. Donc, ça voulait dire que pour éviter tous les embouteillages de Capesterre, etc., il fallait partir au plus tard à 5h30 pour pouvoir y aller. Donc, c'est un suivi intense entre des prises de sang où là, tu es en train de compter le nombre de tubes de sang qu'on est en train de prélever. Tu en arrives à 18. Tu te dis, ah ouais, quand même. Donc, tu vois les tubes qui s'enchaînent. Tu vois de nouveaux spécialistes. On t'emmène voir un cardiologue. On te dit, ah oui, mais en même temps, par rapport à tel médicament, il faut qu'on surveille pour voir s'il n'a pas d'atteinte sur tel organe. Donc, tu vas aller voir un autre spécialiste. Et puis, tu tournes comme ça. Tu vois de médecin en médecin. Là, tu as à peu près quel âge? 14 ans, 15 ans. Comment tu vis ça? Ah, mais la mal. petite fille déjà qui a problème de confiance en soi, qui a des blessures liées à la figure paternelle qu'elle n'a pas, des douleurs que personne ne comprend. Là, tu es on va dire, tu rentres dans un engrenage au sein du service hospitalier. Comment tu vis ça? Mal. Après, c'est vrai que je rencontrais quand même j'avais le médecin qui me suivait à l'époque. C'est un pédiatre qui était spécialisé dans tout ce qui était maladie auto-immune. Cette dame-là, elle était géniale. Elle essayait vraiment d'avoir mon ressenti, elle me demandait comment je trouvais l'évolution de mes douleurs ou pas. Elle était à l'écoute. Je rencontrais des gens qui étaient à l'écoute, mais tu en rencontres aussi qui te regardent un peu, mais qu'elle veut dire non? Tu vois le côté, mais la pauvre, oh, mais tu as l'impression limite que tu es diminué. Quand, par exemple, tu vas dans un laboratoire pour faire une prise de sang, que les secrétaires médicales ne savent pas, donc elles vont chercher les infirmiers pour le demander aux infirmiers, bon, mais c'est quoi? Les infirmiers eux-mêmes ne savent pas, vont chercher le médecin lui-même non plus ne sait pas et qu'ils doivent monter au-dessus d'une étagère, aller récupérer un livre pour feuilleter, pour savoir c'est quoi, ils te regardent. Là, tu te sens vraiment à part, quoi. Ah oui, mais pour le coup, tu es une bête de foire. Tu es une bête de foire et on te regarde, mais qu'est-ce que tu as vraiment? Parce que c'est pas le genre d'analyse qu'on voit. C'est quoi ton problème? Donc, tu te sens vraiment stigmatisé. Et tout ça, plus les traitements qu'il fallait prendre, c'était vraiment long. Pour une enfant, en plus, hein? Oui, c'est vraiment long, puisque tu es dans l'adolescence, tu es dans le moment où tu es en train de te construire en tant que femme, et tu te retrouves être focalisée sur ta santé, et qu'une maladie est en train d'accaparer ta vie. Exactement. Alors, pour ceux et celles qui prennent l'émission en cours, on est avec Lovely qui nous parle. Aujourd'hui, on a choisi la thématique au-delà de la douleur. Et donc, elle est atteinte de 2 maladies auto-immunes. Le syndrome de Gougereau. Il y a notre nom. Oui, mais je ne sais jamais le dire. Et même les gens en face de moi ne savent pas le dire. Donc, on va dire Gougereau, on a fini. Graine, voilà. On va dire ça. Donc, le syndrome de Gougereau, parce que vous aurez à connaître moins, je vais faire des recherches aussi pour mieux comprendre. Donc, tu me diras à peu près si ça rentre un peu dans les définitions. On dit que c'est une maladie auto-immune systémique qui se caractérise par l'association de manifestations touchant certaines glandes, notamment lacrymales et salivaires. Oui, c'est ça. Avec une diminution des sécrétions de larmes, on a parlé des yeux tout à l'heure là, et de salive, on a parlé de la bouche, tout à fait. Réalisant un syndrome sec. Et de manifestations systémiques pouvant toucher différents organes. Tu en as parlé également, d'où les différents traitements, etc. qu'on t'a donné. Le syndrome sec entraîne souvent une gêne fonctionnelle importante, mais ce sont les atteintes viscérales qui font la gravité de cette maladie. Ils disent que c'est une maladie qui est rare. Elle peut toutefois survenir beaucoup plus tôt, ils disent, dans la vie, entre 20 et 30 ans. On ne parle même pas d'enfants. On dit que ces formes touchant les sujets jeunes sont souvent beaucoup plus sévères que les autres. Est-ce que c'est une maladie qui est contagieuse? Ils disent non, ce n'est pas une maladie contagieuse ni une maladie héréditaire. Exact. Est-ce que on est d'accord avec... On est d'accord là-dessus. Et le côté héréditaire, ça me rappelle que ma maman se posait la question que est-ce que c'est elle qui m'a transmis quelque chose qui me fait mal en fait? Et au final, elle s'était vraiment rendue compte que non, pas du tout. Et c'est vrai que ce qui est aussi embêtant avec cette maladie-là, c'est qu'elle te donne une certaine fatigue. Elle te fatigue parce que tes nuits sont compliquées. Les douleurs articulaires sont surtout là le soir, en fait. La journée, ça va être plus ou moins gérable. Mais le soir, ça va être compliqué. Et des fois, je suis obligée de me dépêcher de m'endormir avant que la douleur ne devienne trop importante pour ne pas faire une nuit blanche.
Ou encore, des fois, je m'endors et c'est déjà arrivé qu'à l'époque où encore je vivais chez ma maman, que dans la nuit, elle soit réveillée par mes cris de douleur. C'est ce que tu disais, hein, que la douleur peut t'empêcher de dormir, Oui. pouvait même quand tu étais plus jeune réveiller ta maman. Donc est-ce que tu sais déjà si ça se manifeste ainsi chez toutes les personnes qui sont atteintes, ou est-ce que chez toi c'était particulièrement le soir pour une raison particulière? Alors, cette maladie-là, elle se manifeste essentiellement le soir au niveau des douleurs articulaires, parce que même les médecins vont toujours demander vers quelle heure du soir que c'est le plus important. Mais il y a des gens qui ont cette maladie-là qui n'ont aucune douleur articulaire, ils ont juste les yeux qui sont desséchés. Et moi, l'autre jour, il y a peut-être 15 jours de ça, j'avais là à moi qui était enflé. Donc mes glandes salivaires avaient gonflé, donc je ne pouvais pas avaler ma salive. Manger était compliqué, me brosser les dents, faire passer la brosse à dents, me brosser les dents, c'était horrible. Et je suis restée comme ça pendant plus de 5 jours. Mais, tu vois, oui, c'est vrai, ça fait mal. Oui, j'ai des douleurs. Comme là, maintenant, je te parle, j'ai des douleurs. Ma nuit hier soir a été compliquée. Mais c'est pas pour autant que je vais être dans mon coin et pleurer, tu vois. Au contraire, ça me donne une espèce de force, de paix. Je me dis, ouais, si j'arrive à supporter ça, je peux faire plus. Tu vois, je peux me donner et je refuse que cette maladie-là conditionne ma vie. Hors de question. Voilà, combativité. Justement, hein, 22 médocs. Oui, tu l'as dit, parfois matin, midi et soir. Oui. Tu as dit ton corps qui t'attaque. Oui. Et là, la comparaison est importante. C'est vrai qu'on a fait le parallèle tout à l'heure là. Tu dis, je le vis comme une autre trahison, oui. Un autre abandon, cette fois-ci de mon propre corps, un peu comme celle de mon père, de mon beau-père que tu avais vécu, le rejet. Tu dis, mon corps qui finalement estime que je suis une mauvaise personne, oui, donc il m'attaque. C'est un peu oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est pas mon beau-père, c'est mon parrain, notre figure paternelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où mon parrain sort de ma vie, c'est au moment où on commence à être vraiment dans des investigations assez lourdes pour savoir c'est quoi cette maladie. Et est-ce que c'est au moment aussi que tu vois peut-être que les douleurs sont plus intenses? Est-ce que tu as fait ce lien ou pas du tout? Sincèrement, là, ça remonte à tellement longtemps. Au final, je me rends compte que c'est la moitié de ma vie, j'ai cette maladie, puisque aujourd'hui j'ai 26 ans. Mais ça remonte à trop longtemps pour que je puisse te dire exactement si c'était vraiment concordant. En revanche, j'ai vu ça vraiment comme une trahison. Parce que, tu sais, tu vas attraper une grippe, tu vas te casser la jambe. C'est un événement. Mais une maladie auto-immune, c'est que ton propre corps sécrète des anticorps contre toi-même. C'est ça le principe. Donc là, je me suis retrouvée à avoir mon corps qui m'attaque. Et je me suis dit, mais pourquoi, mon gars? Qu'est-ce que je t'ai fait à toi? Et là encore revient ce truc où tu réfléchis, où tu te dis, mais si mon propre corps arrive à m'attaquer, c'est que j'ai un problème. C'est quoi mon problème? Et tu es en train de te questionner de pourquoi? Pourquoi? Et là, tu perds toute estime de toi, tu perds toute confiance en toi, surtout que c'est un moment où tu es en train de te construire normalement. Et là, forcément, dans ma vie, ça a été quelque chose de compliqué. C'était quelque chose de compliqué. Je me suis dit, c'est bon, quoi. Si même mon propre corps estime que je suis pas assez bien pour lui, mais voilà. Vraiment, Lovely, pas bon, hein, tu vois. Très jeune, c'est avoir ce type de réflexion et de croyance que l'on se met sur soi-même. C'est lourd, hein. C'est lourd. Comment elle vit ça, ta maman? Mal, parce que... alors, elle doit m'accompagner dans toutes ces démarches-là. Et elle se retrouve confrontée à moi, qui au bout d'un moment en est marre et arrête de prendre des médicaments. Donc, elle est obligée d'être derrière moi. Lovely, prends tes médicaments, il faut que tu prennes tes médicaments, etc. Et au bout d'un moment, elle abandonne parce qu'elle connaît sa fille. Et elle sait que si là, j'ai décidé que je ne vais pas, que je ne fais pas, je ne vais pas le faire. On va se disputer énormément. Elle va babiller, mais je ne ferai pas. Et là, elle a su, elle a laissé tomber. Après, elle a compris, en fait. Parce qu'après, on en a discuté et elle a compris que c'était vraiment très lourd pour moi. Mais ma maman... Qu'est-ce qui motive? Alors, c'est vraiment le fait que ce soit contraignant, c'est le fait que tu ne vois pas finalement les résultats probants sur ton corps. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête? Et il faut une maturité aussi pour se dire, j'arrête les médicaments alors que je suis jeune. Généralement, lorsqu'on est jeune, on fait confiance aveuglément, j'ai envie de dire, au corps médical. En fait, ça a été vraiment trop contraignant. Ça a été trop contraignant dans le sens que j'étais à un stade où tu me donnais juste le nom de ce médicament-là. Jusqu'à maintenant, tu vas me dire, méthotrexate, ma gorge va se serrer. Je revois encore les médicaments, ils étaient jaunes. Je
J'en devais en prendre 11 tous les samedis, je devais en prendre 11 comprimés. Et là, dès que je commençais à en prendre, ma gorge se resserrait. Donc, mon corps était vraiment dans le rejet des médicaments. Parce que là, il n'en pouvait plus. C'est contraignant parce que tu te prends tout le temps des prises de sang, tu dois toujours aller voir des médecins, tu dois tout le temps faire des échographies et aller faire tel examen par-ci, tel examen par-là. Tu as des expériences d'examen où c'est pas évident parce que, par exemple, j'ai été faire un fond d'œil une fois. On ne m'a jamais dit que quand tu fais un fond d'œil, bien après, tu ne vois pas. Donc, on te met les gouttes dans les yeux. Et je me rappelle encore, j'étais au CHU avec ma maman dans le service d'ophtalmo, on me met les gouttes dans les yeux. Et puis là, je disais, maman, c'est bizarre, tu sais, je commence à ne plus voir. Donc là, ma maman panique, elle va se dire, mais c'est normal, ma fille ne voit plus après les gouttes. On dit, ah oui, c'est normal quand on fait un fond d'œil. Mais jamais on ne te dit ça. Et tu te retrouves toi là, à subir ça, ne pas être préparé. Et tu te dis, ben, ouais, non, c'est bon quoi. C'est bon, j'ai envie d'avoir une vie aussi un peu dite normale. J'ai envie moi aussi de connaître que je sois sans avoir à prendre des médicaments, sans devoir faire attention à ci, à ça. Alors, il y a déjà quand même pas mal de questions sur le Facebook. On parle justement du moment où tu arrêtes les médicaments. Est-ce qu'il y a des alternatives à cela? Alors, certaines personnes demandent, est-ce que tu as essayé les plantes médicinales? Est-ce que tu as essayé les soins vibratoires, la médecine alternative? Alors, je ne sais pas si à l'époque déjà, on en parlait forcément. À l'époque, on n'en parlait pas. C'était pas aussi, entre guillemets, à la mode, aussi connu comme maintenant. Mais par exemple... non, j'ai arrêté. Et au final, le fait d'avoir arrêté et de ne pas avoir cherché d'alternative, ça a forgé mon mental. Ça a forgé mon mental parce que, ben, au bout d'un moment, tu sais que les corticoïdes, tu n'en veux plus. Parce que tu sais que ça te gonfle, parce qu'on te demande de réduire dans ton alimentation le sel, d'arrêter de manger salé, etc. Mais tu apprends, ça forge ton mental. Et je pense que j'aurais utilisé une médecine alternative, j'aurais pas été celle que je suis aujourd'hui. Parce que le fait de devoir... ne plus écouter mon propre corps pour pouvoir écouter mon cerveau et faire ce que moi je veux faire, ça a permis que j'arrive à là où je suis aujourd'hui. Pour moi, c'est ça. Mais justement, avec ton parcours, il est vraiment... à la fois, on sent le côté... maladie, douleur, etc., qui est très présent. Et comme tu dis, qui a eu un fort impact même pour ta maman en tant que jeune. Mais à côté, tu le dis quand même que grâce avec ces deux maladies quand même, ça t'a forgé. Ça t'a forgé. Oui. Tu arrives aujourd'hui à en tirer des leçons, à en tirer un côté positif de tout ça. Oui. On peut faire ça. Oui. Oui, c'est compliqué. Quand tu es en train d'avoir mal, là, d'avoir de grosses crises de douleur, c'est compliqué de voir le positif. Mais après, oui, je vois. Je vois parce que mes maladies m'ont appris que je peux le faire. Même si quelque chose est compliqué et difficile, j'ai les capacités de le faire. Puisque quand tu te retrouves à avoir tes mains qui sont enflées, que quand elles sont enflées, tu as l'impression que tes mains sont déposées sur une plaque chaude et que tu dois aller faire un accouchement, que tu dois faire des prises de sang parce que tu es en train de travailler, que là, ton genou est enflé, que ton genou te fait mal et que tu ne dois pas montrer à tes collègues que tu boites, que tu dois, par exemple, pousser une dame sur un fauteuil roulant pour l'emmener en salle de travail. Tu fais tes affaires. Tu fais. Et ça, c'est rien que le mental. Donc là, moi, je sais maintenant que je vais retrouver une situation qui va être difficile là. Je sais que je peux le faire. Et que finalement, sans ma maladie, du moins sans mes maladies, puisque j'ai aussi une autre, j'aurais pas été Lovely. J'aurais pas été qui je suis aujourd'hui, j'aurais pas été cette ce côté. Force, non, je n'aurais pas pris conscience. Puisqu'au final, ce sont mes maladies. Qu'au final, j'analyse tout ce par quoi je suis passée. Et je me dis, mais là, tu as réussi à faire ça là? C'est toi ça? Je me dis, ah ouais, quand même. Donc, j'ai des capacités en moi, j'ai des ressources en moi. Et c'est sur ça que j'ai rebondi. C'est sur ça que j'ai rebondi. De la douleur, voilà. Justement. Donc, on l'a dit en début d'émission, tu es sage-femme. Alors, maintenant, on va parler de cette partie parce que ça m'a quand même... C'est quand même étonnant. Hein? Quelqu'un qui a autant souffert, qui souffre encore, puisque jusqu'à encore aujourd'hui, tu nous dis que hier soir, tu as eu une nuit difficile. Tu décides malgré tout de travailler dans le corps médical. Oui. D'accompagner les personnes, d'accompagner les femmes, malgré vous-même ou malade qu'on a souffert, ben, ou mettez-vous au service, on peut dire ça, à d'autres mondes. Oui. À quel moment tu décides de devenir sage-femme, même si tu me l'as expliqué, tu as toujours quand même voulu travailler dans le milieu... Dans le domaine médical. J'hésitais entre gynéco et pédiatre. C'était deux endroits qui m'attiraient et en même temps, je trouvais la femme enceinte mystique, le ventre, comment tu sais... Comment de me dire qu'un être est en train de grandir dans un autre être. Tu vois, j'ai toujours trouvé ça magique, mystique.
Et je ne connaissais, au début, je ne connaissais pas c'était quoi le métier de sage-femme. Je ne savais pas comment ça se passait. Pour moi, bon, une femme, elle allait accoucher, c'était qu'un gynécologue et puis basta. Et puis, de fil en aiguille, dans les études, etc., je me rends compte que sage-femme, ça existe. Et je passe le concours pour rentrer à l'école de sage-femme et je suis admise. Et là, c'est direction la Martinique et c'est parti pour les 4 ans de l'école de sage-femme. Et là, ça n'a pas été les 4 années les plus easy de ta vie. Ah non! Donc, il y a la maladie, mais en plus de ça, il y a l'éloignement. Oui. Qu'on le veuille ou non, tu es éloigné, tu pars pour la première fois, hein, voilà. Tu dois te gérer toute seule. Et tu parles aussi de cette compétition que tu découvres dans le milieu, avec les autres étudiants. Bidjana, pas évident. Bidjana, pas évident. Tu sors déjà de la première année commune des études de santé, hein, qu'on appelle vulgairement la première année de médecine, où là, c'est un concours. Donc, l'esprit concours, c'est déjà quelque chose de particulier. Mais bon, tu te disais, bon, tu as réussi. Là, tu te dis, tu peux relâcher, etc. Et puis, tu arrives en Martinique. Et puis là, tu découvres c'est quoi l'école de sage-femme. Et là, on t'apprend une espèce de rigueur, de discipline. Tu te retrouves face à certaines sages-femmes qui ne cherchent pas à savoir, par exemple, c'est quoi ton prénom. Tu es l'étudiante cataloguée, finie. Et où on essaye un peu de te déstabiliser, tu vois. De voir si tu arrives à pleurer et tout. Et moi, quand j'appelle ma maman, je dis, maman, mais où est-ce que je suis là? Tu sais que là, c'est comme ça que ça se passe, ma chère. Eh ben, c'est mon badjou, ça. Ouais. Ou pas n'y appeler pas pour moun. Vous comprenez? On pas voyer au Martinique pour laisser moun qui fait pleurer. Yo ka essayer de déstabiliser, ou ka garder yon mitanzier et ou pas ka pleurer. Si vous voulez, là, vous rentrez à casa, vous criez maman, vous pleurer. Devant eux, je t'interdis de pleurer. Donc, encore cette femme forte que l'on retrouve tout au long de ton parcours. Et entre parenthèses, tu m'as avoué aussi que les frais de scolarité, c'était pas évident. Non. Et que même là encore, elle a dû faire des sacrifices pour toi. Là encore, il y a dû encore avoir des sacrifices parce que faut payer le loyer de là-bas, faut payer le transport, qu'il faut payer aussi l'année d'études que tu fais chaque année. Tout en sachant que là, il n'y a pas de système de bourse, etc., parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et que là, il va falloir faire des choix. Et que ma maman fait des choix pour moi. Ma maman a connu, avant l'époque Maria, on avait un bel avocatier qui portait beaucoup de très beaux avocats, très gros. Et bien ma maman, moi, j'ai des avocats épais. Oui, pas ni à dépenser l'argent, puis il voyait l'argent pas petit taille. Et même moi, c'est pas comme si que ma maman fait ça, mais je me retrouvais en mode vie d'alocat, aller dépenser de l'argent, etc. Quand certaines copines te disent, ah ouais, allons manger dehors, tu dis non. Au début, on te dit que ouais, tu es snob, tu es aristocrate, mais ils ne savent pas que c'est parce qu'on n'a pas l'argent là pour ça. Et que quand tu arrives, eh bien, tu te manges un tout petit pot de maïs et une tomate, ça te fait 3-4 repas. Tu n'as pas d'argent pour t'acheter du jus, ben, tu fais tes glacés. Tu achètes les boîtes de thé, tu mets tes sachets de thé dans de l'eau, tu mets ça au frigo, ni tes glacés, tu vois. Tu pars comme ça. Et, mine de rien, oui, ce sont des petites choses comme ça qui font que, au final, quand tu passes tout ça et que tu as ton diplôme, ouais, tu es fier de toi. Le diplôme, c'était quelque chose. Ah oui, maman. Ah ouais. Les 4 années de souffrance, de souffrance, on va dire de sacrifice. De sacrifice. On va dire de sacrifice parce qu'on a déjà bien compris que Lovely, c'est une femme, une jeune femme qui, malgré les épreuves de la vie, en tire des leçons et en tire une force de caractère. Donc, on va dire les sacrifices durant ces 4 années, finalement, ont porté leurs fruits parce que Lovely, elle est diplômée. Oui. Et la maman. Lovely est diplômée. Au début, je pensais pas, hein. Je pensais que j'avais raté l'épreuve orale. Je me revois sortir de l'ampleur. Je revois ma sage-femme enseignante me dire, mais Romuald, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? J'ai dit, madame, j'ai raté. Je dois redoubler et je refuse de redoubler. J'ai signé pour 4 ans. Je ne fais pas une année de plus ici. Elle me dit, mais Romuald, qui s'est calé? À pas boire la vieille qui est cassée. Donc, si tu n'as pas réussi, tu redoubles, on ferait une autre année ensemble. J'ai dit, madame, non, hors de question. Et finalement, le lendemain, les résultats tombent. Ma maman était avec moi. Je disais à maman, par contre, tu ne viens pas à l'école avec moi. Tu restes dans le parking. Je ne vais pas te voir parce que je vais te voir, je vais stresser. Tu restes dans le parking. Donc, la reste dans le parking. En plus, les résultats ont été donnés avec combien d'heures de retard? Chalet, les madames là, parce qu'on est au mois de juin. Et finalement, il commence à donner les résultats. Ton nom, c'est Romuald. Ou pas dans les A.
ou pas dans les A, tu es dans la fin de la liste, tu entends des admis, tu entends des rattrapages, la personne juste avant toi c'est ajourné, donc il est obligé de doubler. Je te dis, mon Dieu Seigneur. Et là, tu entends Romuald, admis. J'ai eu un bug. Et j'ai eu un bug. Ouais, là. Et je me dis, ah ouais, donc là, il est en train de me dire que c'est bon. Donc là, j'envoie rapidement un message à ma maman. Je lui dis, c'est bon, tu peux venir, je suis sage-femme maman. Et là, en même temps, j'ai une copine qui me dit, mais là, il faut que tu te lèves, lève-toi. Mais je ressentais plus mon corps et tout. Et finalement, dans ma promo, on n'a pas été nombreuses à avoir été admises dès le premier tour. Donc, il y a certaines qui ont dû aller au rattrapage et après, ça a été OK. Mais pour le coup, tu vois tes autres amis là, qui sont là, qui, elles, n'ont pas réussi tout de suite. Et puis là, tu peux pas en même temps bien te réjouir parce que tu aurais dû te réjouir avec elle. Mais en même temps, tu es contente. Parce que tu sais que là d'où tu sors, là, le travail a payé. Surtout que tu sais que ça a été galère pour ton mémoire, pour ça t'a connu des galères, mais tu as vaincu les galères. Et là, finalement, au moment où on sort de la salle, ma maman est près de la secrétaire qui commence à me dire, Romuald, comment tu veux me dire que ta maman était là? Tu sais, c'est la maman dans le parking, Romuald. Comment tu peux faire ça à ta maman? Et puis là, je vois ma maman me regarde. Et là, je vais dans les bras de ma maman. Elle me prend dans ses bras. Je pleure comme un bébé. Parce qu'entre l'émotion, entre les nerfs qui lâchent. Et là, tu as ma maman qui me dit, c'est le plus beau jour de ma vie après ta naissance. Et là, c'est comme si là, c'est bon. Ah ouais. Là, j'étais consacrée. Là, c'était bon. Ah oui, ça c'est marqué à vie. Ça, c'est marqué à vie. Je ne vais jamais oublier ça. Et parce que ma maman est là, dans toutes les galères qu'on a connues, ma maman m'a toujours dit ça. Je veux pas que tu connaisses les galères que je connais aujourd'hui. Je veux que tu réussisses professionnellement. Ton salaire, ce sera ton mari. Il faut que tu te donnes les moyens. Peu importe, je ne te demande pas de faire tel métier ou pas tel métier. Choisis ce que tu veux. Mais quand tu choisis, tu te donnes les moyens. Quand on veut quelque chose, on travaille pour. Ne pense pas que tu vas rester assise là et que ça va te tomber du ciel. Il faut que tu travailles. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ancré en moi. Et que je sais que si je veux ça, même si on a les 4 pas dans le travail, parce qu'on peut porter mon œuf pour ça, je ne vais pas rester là et me dire, bon, j'attends que le bon Dieu décide de me le donner. Non, c'est travail bye. Alors, malgré ces 2 maladies auto-immunes que tu as, Ouais. tu n'as pas eu l'impression à aucun moment que ta maman, elle t'a infantilisé encore plus. Ouais, parce que certaines mamans auraient pu te couver finalement. Elle m'a couvé sur certaines choses. C'était par exemple, oui, mais ne fais pas ça, ou j'en connais vous qui douleur, ou j'en ai douleur, on va faire ça. Et là, je dis, non, maman, c'est bon, je gère. C'est la phrase. Dès que je le dis, je gère, elle sait déjà que bon, j'ai peut-être mal, mais je peux le faire. Et au final, ça a été aussi mon caractère à ne pas dire que bon, mais parce que j'ai ça, parce que j'ai mal, mais je reste là et j'attends qu'on fasse tout pour moi. Non, au contraire. Plus je peux faire quelque chose par moi-même, plus je suis contente. Au final, j'ai du mal à laisser quelqu'un tout faire pour moi. Parce que pour le coup, j'ai l'impression que tu me retires vraiment mon autonomie. La maladie, c'est déjà de me retirer des choses, pas toi. Quand même pas avant ça, tu vois. Tu l'as dit, hein, la maladie, finalement, il péquait. Un bon manier. Sage-femme, c'était une vocation, tu l'as dit. Oui. Hein? Mon métier me permet de voir l'amour, nous décrire qu'on sent des bien missions là, où sont monde qui aimait l'amour. D'ailleurs, Lovely, nous avons été prédestinés pour ça. Accompagner la femme, qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans ce métier de sage-femme? Qu'est-ce qui te nourrit? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de faire en sorte que la femme voit en elle les ressources qu'elle a. Souvent, on rencontre des femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas faire, qu'elles n'ont pas les capacités d'eux. Que, par exemple, il y a des fois des femmes qui se reposent totalement sur toi, ils vont dire que sans toi, elles ne peuvent rien faire. Alors que non, c'est des mères qui continuent à vivre. Et c'est ça, c'est de savoir que peu importe les gens que tu vas rencontrer, c'est ce que je transmets à toutes mes patientes, peu importe les gens que tu vas rencontrer. Tu peux rencontrer des sages-femmes qui vont être très douces, extraordinaires. Tu vas rencontrer certaines qui vont être un peu plus vaches avec certaines. Mais ça, c'est encore une question de caractère. Et dans tout métier, de toute façon, il y a de tout. Tu as des gens qui vont être très agréables, d'autres non. Ça, c'est propre à chacun. Mais par contre, peu importe qui est en face de toi, vis ton moment. Vis ton moment et tu as en toi toutes les capacités pour mettre ton bébé au monde, pour gérer ta vie. Tu as en toi toutes les capacités pour. Dès que tu fais des choses, au final, avec amour, on est bon. Et je pense que même quand un enfant n'est pas forcément désiré, parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent enceintes, elles n'étaient pas dans l'optique je veux un bébé, donc j'aurai des rapports pour avoir un bébé. Mais pour moi, c'est une preuve d'amour que d'accueillir la vie en soi. Parce qu'au final, tu partages quand même ton corps avec un autre être. Hein?
Je sais pas, mais je connais pas beaucoup de personnes qui accepteraient une colocation s'il n'y a pas quelque part une part d'amour, tu vois. Là, c'est vraiment, l'enfant est dans ton intimité. Et tu donnes la vie, tu te donnes pour qu'une vie soit là. C'est de l'amour encore. Après, pour certaines personnes, c'est un peu plus compliqué d'apporter l'amour à l'enfant une fois que l'enfant est là. Mais dans cette partie-là, rien que parce que tu as apporté un enfant, pour moi, tu as déjà de l'amour pour cet enfant-là, que tu sois conscient ou pas. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire. Quand tu fais un accouchement et que tu récupères l'enfant, et que je dis à la maman, viens récupérer ton bébé. Et que là, la maman récupère son enfant, le regard qu'elle a, la façon dont l'enfant lui-même va se nicher dans le cou de sa maman, la façon dont il va gripper, etc., ça reste encore de l'amour, tu vois. Lovely la sage-femme. Lovely la sage-femme. Franchement, là, je suis emballée. Mais comment elle décrit son métier, comment elle décrit ce moment. Et en plus, dans le live Facebook, on a sûrement de tes patientes qui nous disent que tu es une sage-femme extraordinaire, que tu as été vraiment à leur écoute, etc. Et voilà. Et franchement, tu en parles avec énormément d'amour, oui. Encore une fois, beaucoup de passion. Et c'est ce que j'aime chez toi parce que tu dis que finalement, tu te retrouves reconnaissante d'avoir ces deux maladies, oui. Parce que ça a forgé ton mental. Ça t'a permis aussi d'aborder ces souffrances qui ne sont parfois pas visibles, mais une forme de bienveillance avec l'autre. Le côté aussi... un fardeau, mais qui quand même te permet de te relever, de voir ta force, de prendre conscience de tes ressources. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, peut-être que tu arrives à percevoir les ressources de d'autres oui. femmes, de d'autres personnes. On retrouve tout ça dans ton parcours et je trouve ça vraiment extraordinaire pour ma part. Je suis vraiment très, très heureuse de t'avoir accueilli aujourd'hui. Tu vois, en plus, on voit une magnifique photo de toi. J'aime beaucoup cette photo parce que c'est vraiment au-delà de la douleur. Oui. Il y a le sourire, il y a la force, il y a la résilience, il y a le courage, il y a les valeurs aussi qu'on le retrouve hérité de ta maman, cette femme potomitan qui t'a accompagné, qui t'accompagne oui. encore aujourd'hui. Lovely, il reste peu de temps. Lovely la douleur, Lovely la sage-femme. Qu'as-tu envie de dire de plus? Que c'est au-delà de la douleur et que c'est au-delà aussi d'être sage-femme. Avant tout, je suis moi, je suis Lovely parce qu'avant d'être sage-femme, j'ai été Lovely et que là, je suis en phase de réparation, de guérison. Et que pour moi, c'est l'amour encore. Parce que chaque blessure que j'ai font qui je suis aujourd'hui. Et donc, au final, les situations compliquées que j'ai connues, que ce soit avec l'absence de mon père ou l'abandon de mon parent, j'ai de l'amour pour ces situations-là. Ça. Maintenant, je peux le dire. Avant, je ne pouvais pas, mais maintenant, je peux le dire que j'ai de l'amour pour ça parce que sans ça, je ne serais pas qui je suis. Et je suis fière de qui je suis. J'ai de l'amour au final pour moi, alors qu'avant, je n'en avais pas. Finalement, tu t'es réconciliée avec ce corps qui t'attaquait et tu dis qu'il ne t'attaque plus. Qu'est-ce qu'il fait? Non, maintenant, mon corps me protège de moi-même, tu vois. Mon corps, au final, a tellement d'amour pour moi. Qui me protège parce qu'il sait que des fois, je peux ne pas être bienveillante envers moi-même. Donc, il recadre les choses. Et maintenant, je vois les choses différemment. Maintenant, pour moi, ma maladie veille sur moi. Tu vois, là où avant, je pensais qu'elle m'attaquait. Donc, oui, c'est vrai que des fois, quand elle veille sur moi, regarde. Mais oui, je sais maintenant que c'est parce qu'il y a quelque chose que mon corps essaye de me dire. Parce que des fois, tu es dans la retenue. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui parle. Mes maladies, il y a des gens qui m'entouraient, qui étaient à côté de moi, qui n'ont jamais su. Qui, à l'heure d'aujourd'hui, aucune de mes collègues ne sait. Il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui ne savent pas. Là, il y a qui savent. Ah non, là, il y a qui savent. Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et au final, je remets ainsi mes maladies. Tu vois? Parce que je sais maintenant que sans elles, je n'aurais pas vu tout le potentiel que j'ai. C'est surtout ça. Est-ce que ça se soigne? On va finir sur ça parce que c'est une question. Si on n'a jamais dit, est-ce qu'on va prendre Bélan? Non, Bélan, même si on va Bélan, on mettait jambes là, ça biache. Non, ça va changer rien. Ah ouais, il y a d'autres personnes. Est-ce que peut-être le sport? Je fais du sport. Peuvent aider. Bon, je fais du sport. Les gens essaient, tant bien que mal. Voilà, c'est ça aussi. Je reçois, merci beaucoup. Je fais du sport. Effectivement, je fais du sport. Mais après, je fais du sport sur mes douleurs, tu vois. J'ai des coachs qui sont là, qui m'accompagnent. Je ne suis pas toute seule à décider de faire. J'ai des coachs qui sont là, qui m'accompagnent, qui sont des professionnels. Je fais du sport. Mais ce sont des maladies qui sont vraiment auto-immunes et qu'on ne peut pas guérir. Tout ce qu'on peut faire, c'est calmer des symptômes. Et surveiller pour voir que ça ne s'aggrave pas, mais ça ne se guérit pas.
Aussi bien mon problème au niveau du gougerot, aussi bien que mes problèmes au niveau de ma thyroïde. Ça ne se guérit pas. Mais on vit avec. On vit avec, ce sont mes colocs. Quelles sont tes petites astuces? Tu parles beaucoup du mental. Ouais. Est-ce qu'on parle de plus en plus de développement personnel, de phrases affirmatives, de routines à mettre en place? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que Lovely a fait de côté? Hein? Nous savons que ça fait médicaments, voilà. Qu'on fait de côté. Qu'on fait de côté, peut-être on parle beaucoup de self-love, d'amour de soi, de bienveillance. Est-ce qu'il y a une activité comme ça qu'au Pays-Bas, nous, dévoilez-nous de là? Oui. Mon petit truc à moi, c'est quand je sais que je suis pas bien, mentalement, c'est de me faire des petites surprises. Tu vois, mais des petits trucs, tout est bien. Par exemple, ça va être, là, je sais que j'aime les ambiances tamisées, j'aime les bougies parfumées. Je mets la clim dans ma chambre, petite bougie parfumée, ambiance tamisée. Je vais me doucher, et puis là, je rentre dans la chambre, je fais, oh, mais c'est beau. Et après, je me suis dit, oh, c'est moi qui fais ça pour moi. Donc, tu vois, je suis en mode éblouie, que j'ai une attention pour moi, et je me mets dans des conditions. Oui, voilà, ça compte. Et ça va être que chaque fois que j'essaye de me dire que je ne peux pas, une autre voix me dit non, tu peux. Tu peux. Voilà, et d'essayer de trouver une personne avec qui on peut parler. On peut être soi, parce qu'on a des fois du mal à se livrer totalement. Mais trouver quelqu'un qui sera prêt à nous écouter et surtout sans nous juger. Et c'est là la difficulté de la chose. Mais on trouve. Magnifique. J'ai beaucoup aimé ton témoignage. Et tu n'es pas la seule. Il y a Narislou. On m'a dit qu'on est arrivé à la fin de l'émission. Il y a Narislou qui nous dit comment la contacter. Bon, on peut te retrouver d'ailleurs sur Instagram. C'est ça. Love. _L2I. LOV_L2I. Donc, elle est sur Instagram. Il y a Luana Lobo qui nous dit ton métier est magnifique, que tu l'as aidé. Hein? Merci, Lovely. Grâce à tes mots, j'ai tenu pendant l'accouchement. Palagué, Love Bar. Je suppose que c'est quelqu'un que tu as accompagné. Coccinelle Desi, je confirme que le mental et force de caractère nous permettent de nous battre. Force à toi, femme. Beaucoup de personnes qui t'envoient... beaucoup d'amour, magnifique témoignage. J'aimerais lui dire merci, Luana encore, car ce jour-là, j'aurais pu mourir. Voilà, donc... Merci pour la femme que tu es. Je suis vraiment admirative, comme j'avais dit, 26 ans, mais beaucoup d'expérience, cette force de caractère, cette volonté inébranlable, et puis toujours avec le sourire, parce que tu l'as dit, tu es un vrai rayon de soleil. Alors, est-ce qu'on peut le dire ensemble, là? Oui, ma queen, on peut le dire. Nous sommes des rayons de soleil. Nous sommes des rayons de soleil. Et au final, même quand il y a les plus gros cyclones, il peut y avoir Maria qui passe, peu importe, le soleil reste le soleil. La tempête passera à un moment donné. Le soleil brille toujours. Le soleil brille toujours, c'est ce que je dis. Le soleil brille toujours. Et aujourd'hui, sur le plateau, nous avons reçu un magnifique soleil. J'espère que cette émission vous a plu. On a reçu énormément de cœur sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir revoir l'émission, la partager aussi parce que c'est inspiration. Il faut comprendre bien qu'elle est nous Caris, si voix Queen, si plateau-là, c'est pour inspirer. Madame qu'on nomme aussi parce qu'il y a parlé des combats à la vie, de jeunesse, des valeurs familiales, de combattivité, et en cas trouvé que c'est des messages qui sont importants. Donc, pas hésiter à partager l'entour-azote. Hein? Voyez force, voyez inspiration, voyez l'amour. L'amour. Voyez l'amour. L'amour, c'est remède. Hein? L'amour, c'est remède. J'adore. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, mardi, notre rendez-vous hebdomadaire, le clin d'œil événement. Et vendredi, une autre queen à découvrir. Toujours un plaisir pour moi de vous accompagner. En carité avec eux jusqu'à ce qu'en paix, est-ce qu'en paix, la vie en paix? Mais oui, vous arrêtez. Jusqu'à la fin, je vous envoie beaucoup de love. Et puis, je connaître l'amour pillage.